Dernièrement, on a tous vu que de nombreux citoyens anglais se sont fait arrêter, et certains condamnés à de lourdes peines pour un simple retweet, ou alors avoir questionné les mesures du gouvernement en place. Aujourd'hui même, en France, le fondateur de Telegram s'est fait cueillir sur le tarmac du Bourget, évidemment, parce qu'il ne fait pas compliance avec son réseau social, donc ça serait un repère de pédophiles peut-être et de terroristes. On a vu que Elon Musk a fermé l'antenne de Twitter au Brésil. Maduro lui-même au Venezuela censure l'ancien réseau social de Musk qui s'appelle X maintenant. En Australie, c'est la même chose. On essaye de censurer effectivement ce que les citoyens pourraient poster. Alors, ils sont pas contents, ils s'expriment. L'Irlande, c'est la même chose. On va bannir ce qu'on appelle les mèmes. En Union européenne, le maître de la censure, Thierry Breton, qui est maintenant sénégalais depuis 2015, faut le savoir, a menacé directement Elon Musk. Alors l'Union européenne s'est rétractée derrière, mais enfin bon, il l'a menacé directement parce que, a priori, son réseau social ne participerait pas de la lutte contre les fake news mises en place par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, même aux États-Unis, qui est quand même un endroit où la liberté d'expression est institutionnalisée et préservée, ça paraît compliqué. Et j'ai envie de vous dire, même en Suisse, qui est quand même pour moi encore le seul pays véritablement démocratique au monde, on voit dernièrement que Alain Soral risque plusieurs années de prison pour, on va dire, apologie de la haine et du crime. Voilà. Donc, bref, ça laisse songeur. On vit quand même une période assez compliquée parce que si on n'a pas la liberté d'expression, on n'a pas la démocratie, tout simplement. Alors, cette histoire de loi contre la haine, c'est bien, c'est commode, c'est un fourre-tout. Alors on peut trouver des explications, évidemment, et des justifications morales, mais ça reste néanmoins un sentiment. Donc quand vous allez apporter des preuves devant un juge, on va vous dire oui, mais en face de vous, il y a des gens qui vous accusent parce qu'ils éprouvent un sentiment de haine par rapport à votre discours. Donc en fait, on peut faire rentrer tout et n'importe quoi là-dedans, et c'est la porte ouverte, évidemment, à toutes les possibilités de faire taire les gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Bref, donc on vit quand même une période assez compliquée. On voit évidemment qu'en parallèle de tout ça, il y a des choses qui sont quand même pas très catholiques, qui se passent. Vous allez me dire, on est au courant quand même depuis longtemps. J'ai vu passer, ne serait-ce qu'une information dernièrement, un type en France qui a été jugé, 38 ans, et il a été condamné a priori à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, parce que, se faisant cambrioler en pleine nuit, il aurait effectivement peut-être pris peur. Il y avait sa femme, ses enfants en bas âge qui étaient là, rendez-vous compte, et il s'est battu avec le cambrioleur, qui n'en était pas à sa première tentative, on va dire, puisque a priori il y avait quand même, je crois, 27 condamnations à son actif. Bref, donc il l'aurait planté avec un couteau, voilà, donc finalement l'autre il a porté plainte, et ça se passe mal pour ce père de famille de 38 ans, qui avait jamais rien fait, entre guillemets, de répréhensible au niveau judiciaire, et qui se retrouve là, effectivement, à devoir faire 6 mois de prison ferme, pour avoir, on va dire, défendu sa famille lors d'un cambriolage chez lui. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors c'est des choses qui ne sont pas récentes, on le sait très bien, le système judiciaire français fonctionne d'une certaine façon. Peut-être que cette personne, aux États-Unis, au Texas notamment, aurait reçu une médaille, on ne sait pas. Ce qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est d'observer effectivement la façon dont les cycles se déploient, la façon dont les valeurs sociétales évoluent, et notamment en fonction des zones géographiques, parce que ce qui est valable dans un endroit, ce qui est valorisé ou glorifié, n'est pas valable dans un autre endroit. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que moi je fais partie d'une génération de transition. Voilà, la génération, je suis né au tout début des années 70, j'ai connu encore des bonhommes à l'ancienne, je pense à mon grand-père qui a fait la guerre, je pense à mon père qui travaillait dans l'industrie, qui a fait de nombreuses grèves à l'époque pour défendre effectivement son beefsteak. Et quand on bosse dans les mines en Lorraine, quand on bosse dans l'industrie, quand on bosse dans la sidérurgie, on a affaire à des gens qui sont d'un autre acabit que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Et les
valeurs occidentales sont quand même assez mouvantes, on va dire, parce que voilà, moi, je suis assez effaré quand même d'observer tout ça, le développement du wokisme, de ces valeurs d'affaiblissement et cet égalitarisme qui nous emmène droit dans le mur, parce que là, on vit des trucs qui sont quand même assez extraordinaires. Donc je fais partie de cette génération de transition, alors j'essaie de prendre effectivement un maximum de recul. Je sais que j'ai un côté peut-être forcément un peu réac, hein, parce que je dois être vieux maintenant, j'ai du mal à comprendre les nouvelles lubies de cette société. Pour moi, on est tout simplement dans une période d'effondrement et ça n'en finit pas de s'effondrer, donc c'est compliqué. On sait très bien que les empires s'effondrent de l'intérieur, hein, Byzance s'est effondré sous les coups des barbares, mais en fait, il s'est effondré de l'intérieur. Cet empire s'est effondré parce qu'il pourrit de l'intérieur. Et une fois que le fruit est mûr, eh bien, j'ai envie de dire, les barbares n'ont plus qu'à secouer légèrement la branche pour pouvoir entrer. Hein. À l'époque, au XVIe siècle, quand la ville est tombée, il paraît que les mecs discutaient encore eh bien, du sexe des anges pendant que les murailles s'effondraient. Donc on vit un peu cette période-là. C'est assez extraordinaire. Ça me rappelle des pubs que j'ai vus il y a peut-être 1 ou 2 ans maintenant, hein, où vous voyez l'armée anglaise qui faisait une campagne de recrutement et qui valorisait évidemment la diversité. Donc on voyait un militaire, en opération, ce qui est quand même un truc assez extraordinaire. Le mec, il est en opération avec ses camarades, hein, et puis bon là, c'est l'heure de la prière, donc il s'arrête, voilà, donc on valorisait ça. Et en parallèle, vous voyez une pub chinoise, hein, et là, boum, on fait un bond dans le temps, on a l'impression de voir Rambo, hein, le mec qui est là, qui va au front pour défendre sa patrie, pour défendre sa famille. Donc on voit qu'il y a quand même un énorme décalage. Je pense, moi, personnellement, que les valeurs universelles, naturelles, sont complètement autres que ce qui nous est vendu aujourd'hui, hein, et que c'est complètement antinaturel quand on valorise la faiblesse, quand on valorise la dépendance, quand on valorise la soumission. Parce que bon, je veux bien qu'on fasse une transition parce qu'on se considère chèvre, licorne, ou même on est né homme et on veut se transformer en femme. N'empêche, vous dépendez ensuite à vie, et bien d'un labo pharmaceutique qui va vous vendre des médocs. Donc on voit bien la douille derrière, potentielle, hein, parce que on a affaire à un asservissement total, c'est-à-dire que progressivement, on évoluait dans des sociétés où on était plus ou moins indépendants. Alors effectivement, les sociétés de l'époque, hein, étaient plus dures, c'était un peu plus difficile. Mais en même temps, il est vrai que quand vous bossez dans la sidérurgie en Lorraine dans les années 30, 40 ou 50 même, hein, ou à la mine, eh bien, vous n'avez pas le temps de vous dire est-ce que je suis une table, une chèvre, pardon, un homme, une femme, machin. Vous bossez 15 heures par jour au fourneau, ensuite vous allez travailler dans les champs. Bon, voilà, quoi. Hein, donc les problématiques étaient différentes et en même temps, il y avait beaucoup plus de solidarité. Les gens... la France, par exemple, était complètement maillée de bistrots, hein, et voilà, les gens se retrouvaient, discutaient, échangeaient. On n'était pas surveillés comme aujourd'hui, hein, pour le moindre truc qu'on dit, attention, les gens ne se sentaient pas offusqués, ou alors ça se réglait avec une bonne patate et puis on n'en parlait plus. Donc les temps, on va dire, évoluent. Moi j'appelle ça une involution personnellement, et ça n'en finit pas de chuter, parce qu'on se dit, à un moment donné, la nature va bien finir par reprendre ses droits, et c'est ce qui se produira comme ça s'est produit à chaque fois dans l'histoire, au niveau des cycles historiques, hein, quand on voit l'effondrement des empires, à un moment donné, ça chute, hein, j'ai détaillé un certain nombre de fois sur cette chaîne, hein, je parlais notamment de la crise du IIIe siècle de l'Empire romain. Alors des fois il y a des sursauts, hein, ça prend du temps, 100 ans avant de s'effondrer complètement. Il y a un type qui apparaît, un empereur qui est moins con que les autres, qui est moins, on va dire, perturbé du ciboulot, qui redresse un peu le truc momentanément, mais ça finit inexorablement par s'effondrer, et on fait place à autre chose. Donc aujourd'hui on est dans cette phase de transition qui est assez compliquée, j'ai envie de dire, parce que ce sont les hommes faibles qui dirigent tout ça, ce sont les hommes faibles qui commandent, qui impriment leur volonté, hein, parce que quand on parle de wokisme, dans la population c'est epsilon, donc il faut bien se rendre compte que tout ça est poussé à très haut niveau. Hein. Nos amis du WEF contrôlent BlackRock, hein, qui contrôle, on va dire, le marché, les marchés financiers, et qui, par cet intermédiaire, poussent des normes. Hein. Voilà, il faut respecter certaines normes, par rapport à la diversité, etc. Donc quand on regarde effectivement les contraintes, certaines multinationales ou entreprises sont obligées
eh bien, de financer les transitions de genre des enfants de leurs salariés, etc. Donc, il y a quand même d'énormes pressions, hein, donc c'est pas effectivement un gugus isolé qui revendique le fait de pouvoir, je ne sais pas moi, ressembler à une libellule qui a les moyens de peser sur la société et sur le politique. Non, ce sont effectivement des gens à haut niveau qui organisent tout ça et qui se servent eh bien, pour, on va dire, certains intérêts, hein, notamment, je pense, moi, une déstabilisation des sociétés, parce que quand on déstabilise, on contrôle plus facilement, et qui se servent de ces gens-là, qui mettent en paravent, hein, voilà, en agitant ces groupes, pour effectivement obtenir eh bien, certaines choses. Hein. Et ce qu'ils arrivent à obtenir, eh bien, c'est une maladie mentale qui est valorisée maintenant, tout simplement. Voilà, donc on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Hein, voilà, vous êtes dans les années 80, vous vous endormez avec Rambo et Terminator, vous vous réveillez en 2024 et vous voyez ça et vous vous dites « Waouh, je veux retourner dans les années 80 hein ». Ouais, enfin, moi, perso, ouais, c'est un peu le sentiment que j'en ai. Donc, effectivement, il y a une forme de maladie mentale qui est entretenue dans tout ça. Et quand vous observez le truc, ne serait-ce qu'à travers les réseaux sociaux, certains s'expriment de façon un peu virulente parce que c'est un peu comme une hernie, si vous voulez. Si vous appuyez dessus, l'excroissance, elle va ressortir ailleurs. Donc, les réseaux sociaux, quelque part, c'est un peu comme le bistrot avant, les gens sont pas contents, ils s'expriment, etc. Donc, si vous leur tapez sur la tronche et vous leur mettez un couvercle dessus, à un moment donné, il y aura forcément une explosion de violence qui ne sera pas que verbale, hein, probablement. Et on le voit depuis quelques années, la cocotte minute s'agite. Voilà. Et donc, vous avez effectivement, on valorise les gens qui sont un peu, on va dire, un peu dérangés. Hein. Ça demanderait une prise en charge, quand même, très honnêtement. Hein. Je veux dire, j'ai vu un truc passer, une gamine qui se prend pour une louve, hein, et les parents cautionnent ça. Donc, voilà. Donc, ça nécessite. Il y a encore quelques dizaines d'années, on aurait émis l'idée qu'il faudrait une petite prise en charge médicale, hein, psychologique et médicale. Aujourd'hui, c'est valorisé. Aujourd'hui, c'est reconnu, valorisé, et puis eh bien, on pousse ça en avant en disant c'est la nouvelle norme. Donc, on valorise quelque part une forme de maladie mentale, ou de gens qui sont un peu, on va dire, qui ont le loisir d'être perchés, hein, parce que si c'était au 19e siècle, les gamins qui allaient à la mine à 9 ans, ils n'avaient pas le temps de se poser la question de savoir si ils pouvaient effectivement être une libellule. Et de l'autre côté, les gens qui sont encore un peu lucides, qui observent tout ça, commencent à devenir fous aussi, parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, on creuse, et on touche pas le fond. Donc à quel moment on va toucher le fond? Alors c'est inexorable, parce que les règles naturelles étant ce qu'elles sont, alors si le bousin était mondialisé, on pourrait se dire, bah ouais, on va avoir une installation d'une nouvelle norme. Mais c'est quand même pas le cas, parce que comme je l'ai dit, il y a un différentiel. Hein. On voit bien que même en zone européenne, où on essaie d'instaurer quelque chose de cohérent selon les normes des technocrates de Bruxelles, eh bien, il y a un décalage. En Bulgarie, par exemple, le gouvernement, enfin le Parlement, n'est pas d'accord avec la propagande LGBT. Voilà. Donc, quand on voit Orban en Hongrie, pas d'accord avec l'immigration de masse, machin incontrôlé. Voilà. Donc, il y a quand même des décalages. Alors, imaginez avec les autres zones dans le monde. Je pense qu'en Afrique, par exemple, c'est aussi compliqué par rapport aux valeurs, entre guillemets, occidentales actuelles. Quand vous prenez l'Eurasie, bah, c'est pareil. J'ai vu que Poutine, dernièrement, offrait finalement la possibilité de faire une expatriation spirituelle, c'est-à-dire si vous avez peur à un moment donné de devenir complètement dingue dans cet hôpital psychiatrique, venez chez nous. Alors ça, je trouve ça intelligent parce que d'une certaine façon, il offre de l'espoir aux gens, même si, bon, il faut pouvoir y aller en Russie, hein, il y a la barrière de la langue, il y a le climat, il y a tout ça, bon, c'est compliqué. Quelque part, il offre un peu de l'espoir, et puis d'un point de vue stratégique, ça permet de déstabiliser aussi les populations de l'Ouest. Hein, parce que quelque part, vous avez vos propres dirigeants à l'Ouest qui vous disent « Voilà nos valeurs, faut se battre pour ça ». Vous vous dites « Non, moi, c'est pas les valeurs avec lesquelles j'ai grandi, je reconnais pas ça ». Il dit « Ah bah oui, tiens, peut-être que Poutine, lui, il propose des choses que moi, j'ai connues étant gamin, donc ça me correspond plus. » Donc en fait, ça déstabilise aussi. Hein, c'est un malin, Poutine. Mais bon, toujours est-il que voilà, ça ouvre des perspectives. Quand on voit en Chine, effectivement, bah non, il ne fonctionne pas du tout, comme je le rappelle par rapport à cette pub que j'ai vue il y a quelques années pour le recrutement militaire. Voilà. Donc, il y a quand même un énorme décalage qui me fait dire que l'on est dans une phase d'effondrement avancé. Et en même temps, c'est pas évident.
hein. C'est pas évident parce que ça tient encore, donc c'est une forme d'inertie. Quand on voit l'Union soviétique, c'était dysfonctionnel, mais ça a quand même tenu plus de 70 ans, donc ça prend du temps, voilà, donc on est dans une phase, à mon sens, en dézoomant un maximum, qui est transitoire, et on n'est pas encore au moment où les murailles s'effondrent et les barbares entrent. Bon, à mon avis, on n'en est pas loin quand même, hein, je pense, je le ressens comme ça. Mais en attendant, c'est long. Voilà, en attendant, c'est long. Et puis, on voit disparaître, effectivement, les derniers représentants du monde d'avant. Hein. On a vu Alain Delon, là, qui a tiré sa révérence. Voilà, lui, je pense qu'il ne regrette pas, finalement, d'être parti, d'avoir quitté ce monde qu'il ne reconnaît plus. Hein. Je veux dire... Moi, déjà, un tout petit peu plus de 50 ans, j'ai du mal vraiment à reconnaître le monde dans lequel j'ai grandi jusqu'à présent. Je pense qu'il y a eu un véritable switch à partir des années 2000. Et aujourd'hui, j'ai un décalage. Alors, je me dis, est-ce que mon père, lui, dans les années 90, voyait un tel décalage entre ces années-là et les années où il avait une vingtaine d'années, dans les années 60 À mon sens, je ne pense pas, parce que les valeurs étaient quand même les mêmes. On fonctionnait encore de façon cohérente. On avait un socle sociétal qui était encore relativement solide, une histoire, etc. Mais depuis 2000, ça s'est accéléré. On a une telle déconstruction en fait de tout ce qui fait et de tout ce qui a fait nos civilisations en fait, hein, la civilisation occidentale. Hein, c'est assez terrible hein, de voir cette descente aux enfers qui se manifeste de tous côtés. On peut l'observer au niveau de la musique, cet appauvrissement. On peut l'observer au niveau de l'art. Que ce soit le cinéma, que ce soit... C'est assez terrible, à vrai dire. Et effectivement, nos élites se durcissent de plus en plus et appuient sur la hernie hein, pour pas que les gens puissent trop s'exprimer, parce qu'évidemment, si vous ressentez un mal-être, un malaise, et que vous le partagez aux autres, et puis que les gens finissent par ouvrir les yeux en se disant « bah oui, mais effectivement, on n'est pas d'accord », il pourrait y avoir contagion. Donc voilà, à mon sens... c'est quand même pas la bonne stratégie, parce que, comme je l'ai dit, quand vous appuyez d'un côté, ça ressort de l'autre, et on voit bien, effectivement, la multiplication des violences un peu partout. Bref, donc en attendant, ce qu'il faut, c'est quand même soigner, on va dire, sa santé mentale, et ça passe par la santé physique, et ça passe par la connexion au réel, ça passe par la connexion avec les éléments naturels. C'est primordial, hein, il faut encore profiter, effectivement, de ce que nous offre la nature. Le retour à la nature permet de nous connecter, hein, marcher pieds nus dehors, voilà, n'ayez pas peur de choper un mélanome, hein, profitez du soleil. Voilà, c'est des choses qui sont basiques, qui sont, on va dire, inhérentes et structurantes, et il faut en profiter un maximum. Il faut aussi, effectivement, soigner sa spiritualité. Quand on a un petit peu de, on va dire, de conscience historique et sociale, on voit bien vers où ça va. Donc il faut quand même se rassurer, se préparer, parce que quand il y aura un switch, ça risque à mon sens d'être quand même relativement violent. Pour moi, la période la plus violente, c'est celle d'aujourd'hui, à vrai dire, hein, puisque c'est une période d'entre-deux, c'est pas évident. Et voilà, comme dit, les périodes, on va dire, faciles créent, les temps faciles créent les hommes faibles, et puis ce sont les hommes faibles qui gouvernent, et qui favorise les temps difficiles. Donc voilà, on attend le retournement de cycle. Hein, voilà. Donc en attendant, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Hein, voilà. Prenez soin de votre santé physique, de votre santé spirituelle. C'est super important, il faut rester en paix. Allez, je vous dis à plus.